Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on plonge, et c'est le cas de le dire, dans un univers où le son est une arme, où le silence est un camouflage. Et où l'écoute est un art stratégique. Exactement. On va parler du renseignement d'origine acoustique. L'acoustinte. C'est l'art d'écouter le fond des océans, mais, comme on va le voir, c'est bien plus que ça maintenant. Pour explorer ce sujet, on a une série de documents assez incroyables, je dois dire. Oui, c'est très varié. Ça va de définitions techniques très pointues à des analyses sur la guerre froide, la traque des sous-marins, et ça va jusqu'à des articles très prospectifs sur l'avenir de cette discipline. Un avenir qui est en train d'être complètement transformé par l'IA, par les drones. Et même par des préoccupations écologiques, ce qui est assez surprenant. Absolument. L'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. On va partir des bases, des fondements physiques, pour comprendre comment c'est possible, tout simplement, d'entendre un son à l'autre bout de l'océan. Ce qui paraît fou. C'est ça. Puis on remontera un peu l'histoire, l'âge d'or de la guerre froide, jusqu'aux défis actuels qui sont, paradoxalement, des défis de surabondance d'informations. Et on verra comment tout ça s'applique aujourd'hui bien au-delà du monde militaire. D'accord. Le programme est dense. J'avoue que l'idée même d'écouter un sous-marin à des centaines, voire des milliers de kilomètres, ça me paraît de la science-fiction. Alors, pour que tout le monde suive bien, c'est quoi exactement l'acoustinte? On parle d'espionnage par le son, c'est ça? C'est ça, mais c'est une discipline très très spécifique du renseignement. C'est une branche de ce qu'on appelle le massinte. Le massinte? Le renseignement de mesure et de signature. Pour faire simple, là où le SIGINT, le renseignement d'origine électromagnétique, va s'intéresser aux ondes radio ou radar, D'accord. l'acoustinte, lui, se concentre sur les ondes mécaniques, c'est-à-dire le son, les vibrations, tout ce qui a besoin d'un milieu physique pour se propager. Comme l'eau ou l'air. L'eau, l'air ou même des structures solides, oui. Et la question qui me vient tout de suite, c'est comment ça marche dans un océan? Comment un son peut voyager sur une distance pareille sans juste s'éteindre? Alors la clé, c'est de comprendre que l'océan est tout sauf un milieu uniforme. La vitesse du son dans l'eau, en fait, elle change constamment. Ah oui? Oui, elle dépend de 3 grands paramètres, la température, la salinité et la pression, donc la profondeur. Et ces variations, elles créent des couches dans l'océan qui vont agir comme des guides pour le son. Des guides, c'est-à-dire comme des tunnels? C'est un peu l'idée, oui. Imaginez des sortes de couloirs naturels. Au lieu de se disperser dans toutes les directions, le son est piégé, il est canalisé. Le plus connu de ces canaux, c'est le canal SOFAR, SOFAR. pour Sound Fixing and Ranging. À une certaine profondeur, autour de 1000 mètres en général, les conditions sont parfaites. Et ce canal, il agit comme une véritable fibre optique pour le son. Les sons de basse fréquence peuvent y voyager sur des milliers de kilomètres, C'est incroyable. avec une perte d'énergie qui est vraiment minime. C'est donc une sorte d'autoroute sonore sous-marine. Et qu'est-ce qui voyage dessus? Qu'est-ce qu'on cherche à entendre? Alors, on cherche bien plus qu'un simple bruit. On cherche ce qu'on appelle la signature acoustique. Chaque appareil mécanique produit un son qui lui est propre, qui est unique. D'accord. On distingue 2 niveaux d'analyse. Il y a d'abord l'analyse à large bande, ça c'est le bruit de fond global d'un navire, son ronronnement si vous voulez. Le bruit général qu'il fait. Voilà, ça permet de détecter une présence, de dire « ok, il y a quelque chose là-bas ». Mais le vrai travail de renseignement, le cœur du métier, c'est l'analyse à bande étroite. Et là, j'imagine qu'on rentre dans les détails les plus fins. Exactement. Là, on zoome sur le spectre sonore pour trouver des fréquences très spécifiques, des pics d'énergie très nets, très précis, qu'on appelle des raies spectrales. Et ça, c'est comme une empreinte digitale. C'est une véritable carte d'identité sonore, c'est exactement ça. À ce point. Ah oui, une raie spectrale peut nous donner la vitesse de rotation d'une hélice. En analysant ces harmoniques, on peut même déduire le nombre de pales de cette hélice. Incroyable. Une autre raie, ça peut être la fréquence du réseau électrique du navire. 50 ou 60 Hz, c'est déjà un indice majeur sur son origine. On peut entendre les pompes du circuit de refroidissement d'un réacteur nucléaire. Parfois, on va même jusqu'à identifier un défaut d'usinage unique sur un engrenage. Et là, on identifie plus seulement une classe de navire, mais un navire en particulier? C'est ce sous-marin et pas un autre. Et il y a un phénomène qui est absolument clé, qui trahit énormément de choses. C'est la cavitation. La cavitation, oui, c'est le bruit des bulles, c'est ça. C'est la formation et surtout l'implosion très violente de bulles de vapeur d'eau sur les pales de l'hélice quand elles tournent très vite.
Cette implosion, elle génère un bruit très puissant, très caractéristique. Et donc très facile à repérer. C'est un cauchemar pour la furtivité, parce que ça trahit non seulement la vitesse du navire, mais aussi beaucoup de détails sur la conception de ses hélices. Ce jeu du chat et de la souris, cette traque silencieuse, on est en plein dans la guerre froide là. On est en plein dedans, l'Acoustique est le pur produit de cette époque. Et le système qui incarne cet âge d'or, c'est sans aucun doute le système américain SOSUS. Le SOSUS. Le Sind Surveillance System. Dès les années 50, les États-Unis ont commencé à déployer un réseau absolument colossal d'hydrophones, de micro-sous-marins en gros, Posé au fond de l'océan. posés directement sur les fonds marins, dans l'Atlantique et le Pacifique. L'idée, c'était de tisser une toile d'araignée acoustique géante pour attraper les sous-marins soviétiques qui passaient. Une toile d'araignée. Et est-ce que ça fonctionnait vraiment? Au début, c'était d'une efficacité redoutable. Les sources donnent des exemples assez édifiants. En 1961, pour tester le système, SONS a suivi l'USS George Washington, un sous-marin nucléaire américain, Sur toute sa traversée de l'Atlantique. sur toute sa traversée, oui. Et l'année d'après, en 62, il a détecté sans aucun problème un sous-marin soviétique qui passait pour le fameux JOK Gap. Le détroit entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. C'est ça. Il faut dire qu'au début, les sous-marins nucléaires des deux côtés étaient incroyablement bruyants, de vrais monstres de bruit. Leurs machines tournaient en permanence. C'était des cibles idéales. J'imagine la réaction à Moscou quand ils ont compris l'existence d'un tel système. Comment on fait pour contrer une oreille géante qui couvre tout l'océan? La réaction soviétique a été brillante en fait. Elle s'est jouée sur deux tableaux. D'abord, un plan stratégique. D'accord? Avec l'arrivée de leurs sous-marins de classe Delta, qui avaient des missiles à très longue portée, ils n'avaient tout simplement plus besoin de traverser l'Atlantique pour menacer les États-Unis. Ils pouvaient tirer de beaucoup plus près de chez eux. Exactement. Ils ont donc adopté ce qu'on a appelé la stratégie du bastion. Ils restaient dans des zones très protégées, comme la mer de Barents, sous la protection de leur propre flotte. Et d'un coup, les grandes barrières SOS-US au milieu de l'Atlantique, Devenaient beaucoup moins utiles. elles perdaient une grande partie de leur pertinence. Malin. Et sur le plan technologique? C'est là que la course au silence a vraiment commencé. Les ingénieurs soviétiques ont fait des progrès spectaculaires. Les sous-marins de la classe Victor III et puis surtout la classe Akula dans les années 80. Ah, les fameux Akula. Oui, ils étaient d'une discrétion qui a littéralement stupéfié l'OTAN. On lit dans les sources que les Akula étaient si silencieux qu'ils pouvaient, semble-t-il, passer à travers les mailles du filet SOSUS, sans être détectés. C'était un retournement de situation complet. Total. Et il faut noter un point important. Ce bond technologique a été en partie aidé par l'espionnage. Le réseau Walker-Whitworth a vendu aux soviétiques des informations capitales sur les performances réelles des SOSUS. Ce qui leur a permis de savoir exactement sous quel seuil de bruit ils devaient descendre. Précisément. Ce jeu est fascinant. Mais depuis la chute du mur, j'imagine que les cartes ont été complètement rebattues. Est-ce qu'on est toujours dans cette même logique de traque, ou est-ce que les problèmes ont changé pour eux? La logique de traque est toujours là, mais les problèmes se sont presque inversés. C'est ce que décrit très bien un officier de l'US Navy dans une de nos sources. Le problème aujourd'hui, ce n'est plus tellement la sensibilité des capteurs. Non. Non, c'est ce qui se passe avant et après la collecte. D'un côté, on a un nombre limité de plateformes, des navires, des sous-marins qui ont une endurance limitée. Et de l'autre, et c'est le principal goulot d'étranglement, c'est le temps. Le temps d'analyse. Le temps entre la collecte des données brutes en mer et leur analyse finale, à terre. Ça peut prendre des jours, parfois des semaines. Attendez, mais c'est un paradoxe complet. On a des capteurs surpuissants. La marine française, dans une source, parle même de surcharge des données. Et le renseignement arrive trop tard. Une information vieille de 2 semaines n'a plus aucune valeur tactique. C'est exactement le nœud du problème actuel. Et c'est là que la technologie moderne est en train de tout changer. Face à ces défis, l'industrie propose des solutions. Comme? Pour le problème de l'endurance, on voit arriver des systèmes sans pilote, des drones sous-marins, des AUV, qui peuvent être déployés et rester en poste d'écoute pendant 90 jours d'affilée. D'accord. Donc, au lieu d'envoyer un navire avec un équipage qui coûte une fortune pour quelques semaines, on déploie une flotte de sentinelles autonomes. Et pour le problème de l'analyse, du temps, Là, la solution tient en 2 mots. Cloud et intelligence artificielle. forcément. L'objectif, c'est de passer à une analyse en temps quasi réel. Fini le temps où on débarquait des disques durs qu'on envoyait par la poste. On rigole, mais c'était comme ça. C'était comme ça. L'idée maintenant, c'est de traiter une partie des données directement sur la plateforme,
à la source, pour ne transmettre que les infos pertinentes par satellite. Et là, le renseignement peut être distribué en quelques heures. Et l'IA, comment elle s'intègre là-dedans? Elle fait le tri. C'est un super filtre. C'est tout à fait l'idée que développe la marine française avec des startups comme Préligent. L'IA est entraînée à reconnaître tous les sons normaux de l'océan. Le bruit des vagues, des crevettes... Le trafic commercial lointain, oui, pour automatiquement signaler une anomalie. Un son qui sort de l'ordinaire et qui, lui, mérite l'attention d'un humain. D'accord. Et l'US Navy fait de même, j'imagine. Oui, il travaille beaucoup sur l'automatisation de ce qu'on appelle la TMA, l'analyse de mouvements de cible. C'est un processus très complexe, très manuel, qui consiste, à partir de quelques écoutes, à déduire la distance, le cap, la vitesse d'une cible. Mais ça me paraît incroyablement difficile. Si tout est passif, comment une IA peut savoir si un son est fort mais lointain ou faible mais proche? Le risque d'erreur doit être énorme. C'est une excellente question. Et ça nous amène à un point sur lequel toutes nos sources insistent. L'humain reste et restera au cœur de la boucle. L'IA ne remplace pas l'analyste. Pas du tout. L'IA est un assistant, un démultiplicateur de capacités. C'est elle qui va faire le tri, le débroussaillage sur des volumes de données qu'aucun cerveau humain ne pourrait traiter. Elle va dire « Attention, à telle heure, sur telle fréquence, j'ai détecté quelque chose d'inhabituel. Donc le rôle de l'analyste, ce n'est plus de chercher une aiguille dans une botte de foin, » Non, c'est de dire ce que cette aiguille signifie une fois que l'IA l'a trouvée. c'est exactement ça. La classification finale, l'interprétation et surtout la contextualisation tactique. Donner un sens à ce son dans une situation opérationnelle précise. Ça reste le domaine de l'expertise humaine. Cette mémoire acoustique, cette intuition forgée par des années d'expérience, pour l'instant, aucune machine ne peut la remplacer. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette technologie de pointe, très militaire, se diffuse maintenant dans des domaines complètement différents. C'est une tendance de fond, oui. Les mêmes principes d'analyse de signature sont utilisés dans l'industrie pour la maintenance prédictive. On écoute une machine, une turbine, un moteur, pour détecter les signes avant-coureurs d'une panne bien avant qu'elle n'arrive. C'est un check-up médical pour les machines. C'est un peu ça, oui. Et puis il y a ce champ d'application qui est totalement inattendu, l'environnement. La technologie pour traquer des sous-marins nucléaires qui sert à protéger la nature. Exactement. C'est peut-être l'une des évolutions les plus surprenantes. Des réseaux d'hydrophones, parfois même des installations de la guerre froide qui ont été reconvertis, sont utilisés pour faire de la bioacoustique. On écoute la santé des océans. Oui, on mesure l'impact de la pollution sonore du trafic maritime sur les mammifères marins, par exemple, qui communiquent par le son. Il existe même un système Whale Safe au large de la Californie, Oui. qui utilise des bouées acoustiques pour détecter les chants des baleines en temps réel. Et il alerte les navires pour qu'ils ralentissent ou se déroutent. Pour éviter les collisions. C'est incroyable. La technologie de l'ombre au service de la protection des espèces. Et ça va plus loin, ça devient un enjeu réglementaire. L'Organisation maritime internationale a émis des directives pour que les constructeurs conçoivent des navires plus silencieux, pour réduire ce brouhaha sous-marin. Et pour boucler la boucle, si on revient à l'espionnage, j'imagine que ces principes fonctionnent aussi hors de l'eau. Parfaitement. Les sources mentionnent des technologies comme les microphones laser. Ils peuvent capter une conversation à des centaines de mètres simplement en visant une fenêtre et en lisant les vibrations infinitésimales que la voix provoque sur la vitre. C'est vertigineux. Certains documents déclassifiés parlent même de concepts où la structure métallique d'un bâtiment entier pourrait servir de capteur acoustique géant pour capter non seulement les voix, mais aussi le son des frappes sur un clavier et reconstituer ce qui est tapé. C'est à la fois génial et terrifiant. On est donc passé d'une guerre de murmures dans les profondeurs de l'océan à un monde où le son est une donnée, un outil industriel et même un paramètre environnemental. Si on devait retenir une grande idée de tout ça, quelle serait-elle ? Je pense que les sources nous montrent un vrai changement de paradigme. L'enjeu n'est plus seulement d'écouter pour trouver une cible. L'enjeu, c'est de comprendre et de gérer un paysage sonore global, un soundscape. Le paysage sonore. Oui, la question du bruit, ce n'est plus seulement une question militaire de furtivité. C'est devenu un enjeu de conception pour les ingénieurs, un enjeu de réglementation, un enjeu de responsabilité pour les entreprises. La question finale n'est peut-être plus « que pouvons-nous entendre ?», mais plutôt Comment gérons-nous le son que nous produisons ? « exactement ». Comment gérons-nous l'empreinte sonore de notre civilisation, à la fois pour notre sécurité et pour la santé de la planète ? Le bruit n'est plus juste ce qu'on cherche à capter ou à masquer. C'est devenu un véritable espace de compétition et de coopération. Technologiques,
normatif et stratégique.